après-midi à tous et bienvenue à cet autre épisode de Sur la route de l'horreur. Cette semaine, Martin, Jas, moi et notre bière philosophale, on est en compagnie de Yvan, oui, exactement, de Yvan Godbout, l'homme qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2017. Mais avant de commencer de parler d'avoir notre invité Yvan sur la tribune, on va faire un petit tour de table horrifique comme qu'on fait toutes les semaines. Donc, les boys, comment s'est passée votre semaine côté horreur? Et comme d'habitude, vous faites semblant que je suis pas là. Hein? Alors, vous croyez quoi, là? C'est parce qu'on pensait que tu n'étais pas là. Ça aurait été le fun que tu sois là. pas Non, là. mais je suis là. Alors, bonjour les zombies. Et bienvenue encore une fois. Moi, je vais commencer par parler un peu de ce que j'ai eu cette semaine, parce que vous, en fait, on s'en fout, mais bon. Alors, moi, j'ai eu mon print spécial de notre ami SV Bell. Et regardez cette beauté. Oh, wow! Hein? C'est pas bon, Isabelle qu'il va falloir avoir sur l'émission un jour parce que son art est vraiment incroyable. J'y compte bien. Alors, vous voyez, si ça, c'est pas magnifique, ben voilà, j'ai eu ça. Un gros bravo à SV Bell. Sérieux, c'est tout à fait. toute une pièce d'art. Ouais. Et puis, ben, c'est à moi. Voilà. Okay. Et maintenant, je suis jaloux, mais si jamais tu veux le faire, me le donner en cadeau, je suis toujours prêt à le recevoir. Ouais, ben là, t'as eu ton cadeau la semaine dernière. Maintenant, n'abuse pas, ok? Allez, raconte-moi ça là. All right. Fait qu'allez-y, les boys. Martin, toi, comment s'est passée ta semaine? Ah, moi, ma semaine s'est super bien passée et j'ai découvert quelque chose de complètement débile. J'étais pas vraiment au courant de Tubi. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi Tubi? Tubi TV, c'est une autre plateforme de streaming pour films qui est gratuit et qui contient une liste incroyable de films. Pas nécessairement des bons films, mais quand même une grosse liste. Et comme les gens le savent ici, je suis un fan fini de films de merde. Ça fait drôle à dire. Mais je cherchais pour un film qui s'appelle Dude Bro Party Massacre 3 pour faire l'entrevue avec Greg Sestero. Puis je suis tombé sur Tubi. Et j'ai décidé de regarder un petit peu à travers la liste de films d'horreur qu'ils avaient. Et j'ai réalisé que ça finissait plus. Là. C'est plein, mais plein de films. C'est incroyable. Et je ne sais même plus quoi regarder. J'ai regardé aujourd'hui Drive-In Massacre. J'ai écouté aussi Pool Party Massacre, tu sais, Pool Party Massacre, qui est un film que je trouve hilarant. Et je capote. C'est comme rendu ma plateforme de streaming favorite pour les films d'horreur maintenant et surtout pour les films d'horreur de merde. J'excuse de le dire. Si je comprends bien, t'es dans un mode massacre présentement. Oui, oui. Ah, puis tu iras chercher là, sur Tubi, tu fais juste la recherche Massacre, je pense que tu vas avoir comme 300 choix. Mais il n'y a pas juste des films d'horreur en plus. Là. Moi, je regarde souvent des films d'action des années 90, puis il y a des comédies, il y a tout. Là. Pour les amateurs de Full Moon aussi, il y a un channel Full Moon dessus. Plein de films de Full Moon. Je vous le dis, si vous voulez avoir de bons films de merde, allez voir Tubi. All right. Puis toi, Jas, comment ça s'est passé? Ben, écoutez, ça a super bien passé la semaine. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, le privilège, un moment tant attendu depuis, je dirais, plus ou moins 1 an. Je suis allé voir un film au cinéma. Oh boy! Je te hais! C'était fabuleux. La seule chose qui manque, malheureusement, c'est l'odeur de popcorn. Évidemment, on le sait présentement avec la COVID, les cinémas n'ont pas le droit de vendre de nourriture. Alors, il n'y a pas cette belle odeur de popcorn qui survolte l'air, malheureusement. Mais non, il n'y a pas de bière à J'ai amené une bière, c'est drôle que tu le dis. J'ai amené une bière aujourd'hui, j'en ai profité pendant le film. Non, c'est une blague. Mais je suis allé voir un film, je suis allé voir Godzilla vs King Kong. Pas un film d'horreur. Peut-être horreur pour certains, ça peut faire peur. Il y a quelques petits jump scares ici et là, mais
Ça reste dans le domaine pareil. Science-fiction fantastique, kaiju, name it. Mais c'était un pur plaisir. 2 heures assis sur un banc à regarder un écran géant. Je veux dire, ça fait du bien de sortir de chez soi. J'étais avec ma copine. Elle a trippé aussi. Je pense que ça nous a fait du bien là, d'aller faire une petite date et d'aller passer du temps au cinéma. Fait que ouais, ça a été mon coup de cœur de la semaine. Finalement, enfin, merci mon Dieu, j'ai pu aller voir un film au cinéma. Je ne sais pas combien de temps ça va être possible avec tout ce qui se passe présentement, mais pour le moment, c'est possible. Alors, pourquoi pas en profiter? Mais là, t'as pas dit si t'as aimé le film, par exemple. Ah! T'as pas dit si t'as aimé le film? C'était très bon. J'en regarde, je vais m'en tenir à ça, mais c'était un film majestueux. Tais-toi, parce que moi, je vais aller le voir, ok? Alors, tu racontes rien, pas de spoil, c'est clair. Épique. Comme on peut dire, c'est très épique comme film. Un film qui ne mérite que de se voir sur écran géant. J'aurais pas pu demander mieux pour voir ce film en première. Good. Ben moi, premièrement, comme que j'avais dit la semaine dernière, j'ai pris le temps de lire Les Enfants perdus de Lucas Jalbert parce que j'étais un fan fini quand j'étais jeune des romans frissons. Et j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment ramené dans le temps que j'étais plus jeune. Je regardais que je lisais en fait des romans. Des romans frissons, donc je le conseille à tout le monde, à encourager les auteurs québécois. Puis après, dans l'horreur, j'ai reçu 2 films cette semaine, parce que bon, j'achète des films, je suis un petit peu un collectionneur. Puis le premier film que j'ai reçu, c'est Blood Quantum, que j'ai pas encore regardé, mais ça a été tourné au Québec. Ben, c'est québécois, en fait, c'est un film québécois. Donc j'ai vraiment hâte de regarder ça. Mais l'autre chose... Et tu l'as pas vu, mais t'as pas honte. Ce gars, depuis qu'on a commencé, il raconte n'importe quoi, il a jamais rien vu, il connaît pas tel film. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, c'est ça. Ouais. Parle tout le temps des films, il les a jamais vus. Ben oui, mais en fait, je vais en parler d'un autre, là. Dans les années 90, je me rappelle, j'écoutais beaucoup de films d'horreur à super écran quand j'étais chez mes parents. Et j'avais regardé un film d'horreur qui m'avait vraiment fait peur et que j'avais aucune idée c'était quoi. Je me rappelais plus du titre, de rien. Fait que j'étais sur des groupes d'horreur puis j'ai commencé à poser des questions. Et en fin de compte, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a envoyé vers le film qui s'appelle The Johnsons, qui est un film des années 90, un peu bizarre. Je me rappelle pas de rien de la pochette. J'ai fini par le trouver sur Amazon US et je l'ai reçu ce matin, en fait. Fait que ça s'appelle The Johnson. Oui. Je veux même pas aller lire le synopsis ou quoi, parce que je veux juste le redécouvrir puis savoir si j'avais une raison d'avoir peur ou pas. Donc, je vais regarder ça cette semaine puis je vous en reparle la semaine prochaine. Souvent, on est déçu de ce qu'on voit quand on se lie à quelque chose qu'on a vu dans le passé. C'est sûr que voir quelque chose d'un œil de plus jeune ado que là, le regarder peut être différent, mais bon, je vais voir ça. On s'est quand même apprécié les films. Avec Steve, c'est pas grave. Avant, il avait 2 de QI, maintenant, il en a toujours 2, donc il n'y a pas de souci, il va adorer. Mais sur cette belle phrase de Elzamblar, on a fini notre petit tour de table horrifique. Donc, écoute, Elzamblar, rends-toi utile, s'il te plaît, et fais rentrer en onde notre invité de la semaine, s'il te plaît. Salut, Yvan. Hey, Yvan! Salut, les gars. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, super. On est extrêmement content de t'avoir sur le show, sur la tribune. Bonjour, monsieur Godbout. Bonjour, messieurs. Écoute, Yvan, on va rentrer dans le vif du sujet. OK, là, tout le monde connaît la fameuse histoire d'Hansel et Gretel. Moi, tu sais, j'aimerais ça reculer un peu en arrière, puis vraiment plus savoir... tu sais, ton histoire à toi, comment tu es devenu auteur, pourquoi tu as voulu faire ça dans la vie, tu sais, ça a parti de où cette passion-là d'écrire, en fait? Tu vois, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de devenir réalisateur. Je voulais vraiment réaliser des films, principalement des films d'horreur. Naturellement, c'est pas quelque chose de si simple. J'ai commencé ma vie de famille assez jeune, donc j'ai comme dû mettre ça de côté. J'étais inscrit à l'université en histoire du cinéma, puis finalement, j'ai mis ça de côté.
Donc, pendant des années, j'ai accumulé les boulots. J'étais en plomberie, j'étais acheteur en plomberie, acheteur en téléphonie. Puis c'est vraiment à ma fin trentaine, mi-trentaine, je te dirais que j'ai décidé de me réessayer à l'écriture. Parce que j'ai toujours écrit un petit peu, mais j'étais un peu paresseux. Je réussissais jamais à finir un roman au complet, ou un manuscrit au complet. Tu sais, c'est avant l'époque des ordinateurs où on faisait sur les machines à écrire. Fait que c'est ça, j'étais vraiment paresseux. Fait que c'est ça, à un moment donné, j'ai décidé de faire un roman, un manuscrit qui s'appelait Le Servant de messe. C'était la première fois que je réussissais à compléter un manuscrit au complet. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je vais aller plus loin, je vais travailler plus fort, je vais essayer d'en faire un autre. Ça a fonctionné, ça a été l'Ogre des marées. Donc, ça a été mon premier roman, quasiment une auto-publication, là, une petite compagnie, une petite maison d'édition européenne qui m'a servi de tremplin. Et par la suite, ben c'est ça, début quarantaine, j'ai écrit Les Yeux jaunes. Les Yeux jaunes, c'est une histoire de zombies. Puis, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai soumis mon manuscrit, j'ai eu des... Oui, c'est en plein ça. J'ai soumis mon manuscrit, puis plusieurs mois après, j'ai reçu une réponse me demandant OK, tu prévois faire combien de tomes? Moi, je me suis jamais posé la question. Écoute, écrire un roman, pour moi, c'était déjà fabuleux. Là, on me demande de voir combien j'allais me l'écrire. Fait que moi, tout bonnement, tout candidement, j'ai dit, ben, ça va être une trilogie. Mais tu sais, j'en ai aucun. J'ai pas de tome 2, j'ai pas de tome 3 d'écrit. 2 semaines après, j'ai reçu un contrat, puis j'avais 2 romans à écrire en très peu de temps. Donc, comme ça est née la série Les Yeux jaunes, puis après ça, ça n'a pas arrêté. On m'a demandé de participer à la série Cobaye chez De Mortagne, pour lequel j'ai écrit le tome Olivier. Et depuis ce temps-là, ben c'est ça, c'est en plein ça. Par la suite, j'ai participé au Conte interdit, donc Ansel et Gretel. Ça vaut la peine de la regarder, la bande-annonce, c'est super bonne. On va la faire jouer, en fait. Ça dure une petite minute. Puis en passant, pour Cobaye, chaque tome a eu sa propre bande-annonce. Ah, cool. Donc, Okay. Ceux que ça intéresse, vous irez voir ça. Sont vraiment magnifiques. Celle d'Olivier est écœurante. Elle se passe dans une église. C'est vraiment beau. Ça, Olivier, c'est le tien, en fait. C'est ton tome c'est mon tome à moi, oui. Okay. Puis j'ai vu des photos que, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets tous les livres ensemble, ben, c'est écrit vraiment comme Cobaye sur le côté des livres. Exactement. C'est chaque lettre correspond à la première lettre du prénom des personnages. Ah, ben oui. J'avais pas fait le lien. Ouais. Là, je la revois, là, puis je la trouve super bonne encore. Elle était écœurante. Vraiment écœurante. C'est super intéressant. Ça donne le... Ça vaut vraiment la peine d'aller voir chacune des bandes annonces. C'est un travail exceptionnel qui a été fait par une vraie équipe de cinéastes. C'est vraiment écœurant. C'est une bonne publicité pour faire le marketing de ton livre, de tes livres. Tout à fait. C'est ça. Puis après Cobaye, ben, j'ai embarqué dans les Contes interdits. J'ai fait Ansel et Gretel, ensuite Boucle d'or. Puis là, ben, c'est comme un petit secret. Je suis en train de faire un 3e et dernier conte pour la série. Là. Ah, c'est intéressant. Puis dans le fond, si on revient, la trilogie des Yeux jaunes, tu dis c'est des films de... Ben, c'est des livres de zombies. Oh, attends. Il n'y a pas de secret ici. On se met tous à nu. Non, te déshabille pas. Il me parlait à moi, je présume. Mais c'est ça, dans le fond, c'est de zombies. Et t'as écrit ça à plusieurs années différentes ou c'était vraiment collé? Non, en fait, tu vois, je pense que le premier est sorti en 2012, puis en 2015, le 3e sortait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pour sortir le premier livre, il fallait que j'aie écrit le 2e. Donc, j'ai vraiment travaillé très fort pendant un été pour vraiment venir à bout d'écrire le 2e tome, qui sont sortis vraiment les 2 en même temps. T'as-tu aimé l'expérience pareil? Je veux dire, ça a été rushé, là. Oui, parce que tu sais, quand tu as une espèce de deadline, tu es comme poussé dans le derrière et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de donner ton maximum. Fait que oui, ça a bien fonctionné. Puis ça a été. Ben, tu sais, écrire Les Yeux jaunes, c'était vraiment une partie de plaisir, là, parce que c'est vraiment un personnage qui raconte son histoire. C'est un peu sous la forme de journal. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, je ne l'ai pas écrit pour une maison d'édition, je l'ai vraiment écrit pour me faire plaisir à moi. Puis au début, je ne savais même pas que ça allait être une histoire de zombies.
sais, j'ai commencé à écrire ça. Le gars se lève le matin, il est en train de pisser, puis il voit que le ciel est devenu vert, puis après ça, ça part. Tu sais, à partir de la page 8, là, tu es déjà dans l'action. Pour moi, c'était vraiment une espèce d'aventure rocambolesque, très humoristique. Naturellement, il y a de l'horreur, mais je pense que l'humour est quasiment plus fort que l'horreur dans cette série-là. OK. J'espère que c'est pas aussi pénible que Walking Dead. Hein? C'est plus une vibe de Return of the Living Dead, je trouve. Puis Cobaye, ben ça, tu disais, tu t'es fait approcher par la suite avec 7 autres auteurs. Comment ça s'est passé, tout ce processus-là? Est-ce que les livres sortaient dans un ordre quelconque pour que ça puisse former Cobaye? Ou... En fait, moi, si je me trompe pas, en fait, moi, j'ai remporté. Comment? C'est pas. J'ai dit, ils sortaient un après l'autre, les livres. C'est dans l'ordre. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, les livres sont pas sortis dans l'ordre des lettres. Donc, le premier tome qui est sorti, c'est Anita. Puis tu vois, moi, je devais clore la série parce qu'en fait, j'ai remplacé un auteur qui a dû se désister. Fait que j'ai vraiment remplacé au pied levé un des auteurs de la série. Puis finalement, mon roman, au lieu de sortir en dernier, je pense qu'il est sorti 5e. Puis ça aussi, ça a été un travail. Tu sais, j'ai travaillé fort pendant quelques mois parce que je voulais rattraper ceux qui avaient déjà terminé le roman. Fait que j'ai travaillé fort. C'était un projet très particulier parce qu'il y a une ligne de temps à suivre. C'est-à-dire que tous les romans se passent à peu près à la même période et tous les personnages se rencontrent au même moment dans une clinique. Donc, dans chacun des romans, c'est ce moment exact-là qui est reproduit. Fait que ça, c'était quelque chose, là. Tu sais, il fallait vraiment pas que tu te trompes, que s'il faisait soleil dans un roman, ben, il faisait soleil dans l'autre aussi, là. Puis, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est un peu une anthologie. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, le problème souvent des anthologies d'horreur, c'est que c'est juste un regroupement de courts-métrages, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est quand tu en regardes une puis qu'il y a des liens entre plusieurs films. Ben oui, c'est ça, mais c'est la même chose. Tu lis des livres puis tu peux voir des liens avec d'autres livres. Hein. Je trouve que l'idée est super bonne. Puis Cobaye ferait une super série télévisée. Ça serait vraiment malade. Là. Il y a vraiment des beaux personnages là-dedans, des personnages qui sont quand même étoffés, qui sont... C'est pas juste des tueurs pour des tueurs, c'est vraiment le fun de voir leur progression. En tout cas, moi, c'est mon rêve. J'aimerais vraiment voir ça un jour. Mais tu sais, Yvan, t'as toujours voulu être réalisateur, peut-être que t'as la chance. Il aurait fallu que je pense avant un peu. La progression d'un tueur. Ça, je veux savoir plus. Mais justement, tu disais tantôt, tu aimerais ça être réalisateur, tu aurais aimé ça être réalisateur. De ce que tu as écrit, c'est vraiment Cobaye qui, selon toi, devrait mieux se porter à l'écran? Ou... Non, je pense pas. Les yeux jaunes, je pense... en fait, je pense que tous les romans sont pratiquement adaptables, mais c'est sûr que Les yeux jaunes, je triperais voir ça, mais oublie ça, en 2021, une série de zombies, ça n'existera plus jamais. Même au Québec, on est rendu quand même qu'on a fait quelques films de zombies, dont un à venir bientôt. Je pense qu'on est un petit peu brûlé de ce côté-là, mais c'est pas grave. Ça reste un petit rêve dans le fond de ma tête. Là. Tu dis brûlé, mais ça fait quand même à peu près 10 ans que ça roule encore, puis il y en a qui sortent. Je serais pas surpris que ça fonctionne quand même. Ouais, peut-être une série vraiment typiquement québécoise pourrait, avec peut-être. Mais tu sais, après Walking Dead, c'est difficile. Tu as eu Fear of the Dead, Walking Dead, puis là, il y en a un autre, je pense, qui est dans le même univers que Walking Dead. Fear of the Walking Dead. Tu peux toujours faire mieux. Tu peux faire mieux, parce que Walking Dead, hein, on s'entend. Mais moi, j'ai aimé ça, Walking Dead, les premières saisons. J'étais vraiment assidu, je les regardais toutes. Là, j'ai lâché après 5 saisons. Ben, tu sais, quand c'est du monde qui marche tout le temps pour rien, puis qu'à la fin, il arrive quelque chose, à un moment donné, OK, il a avancé à quelque chose. Ouais, ça devient redondant aussi. Là, ça devient redondant, c'est ça. Exactement. De saison en saison, là, ça... Tu veux dire que la 18e saison est pas bonne, c'est ça? Non, mais en fait, je pense que qu'est-ce que les boys veulent dire, Alison Blas, c'est qu'une série doit savoir où s'arrêter à un certain moment. Et ne pas continuer. Puis moi, par exemple, une des séries que j'adorais, c'était Supernatural. Et de base, les producteurs avaient dit, nous, on fait 5 saisons.
Les 5 premières saisons sont incroyables. Puis ensuite, ben, le TV Channel a décidé de faire. Ils se sont rendus jusqu'à 15. Puis j'ai décroché après 8 parce que tout avait été dit en 5 saisons. Fait que je pense que c'est un peu ça, les hommes blancs, pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait que... Merci, mon ami. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu sais bien expliquer. Tu sais pas lire, mais tu sais bien expliquer. Merci. Écoute, Yvan, j'aimerais ça rentrer dans le sujet aussi rapidement de Hansel et Gretel. Mais avant, je vais passer la parole à Martin qui va nous présenter sa petite chronique des questions en rafale. Donc, je vous laisse les deux ensemble discuter de cela. En fait, c'est pas une chronique, mais c'est plutôt des questions que je vais te demander. Et tu dois pas trop prendre de temps pour réfléchir à ta réponse, OK? Mais c'est pas grave, on a quand même 5 minutes pour le faire. OK. La première question, quel est ton roman d'horreur favori à vie? J'en lis pratiquement plus. Depuis que j'écris, j'ai moins de temps pour lire, puis quand je lis, j'essaie de lire d'autres choses. Mais mon roman d'horreur que j'aime le plus, c'est Pet Sematary de Stephen King. Bon choix, excellent choix. Alors, qui est ton écrivain favori? Ou écrivaine, évidemment. Là. Michel Tremblay. Michel Tremblay. Quel sujet qui te tient à cœur que tu voudrais utiliser pour un de tes prochains livres? Je dirais pas la liberté d'expression. En fait, j'ai longtemps voulu écrire vraiment un roman de fantômes. Je l'ai fait un peu avec Boucle d'or, mais j'aimerais vraiment aller plus dans le style effrayant, là. Une histoire de fantôme qui fait peur, parce que Boucle d'or, ça fait pas vraiment peur, c'est plus fantastique. C'est ça, moi, je suis vraiment un fan d'histoires de fantômes. OK, bon, et ça va être embêtant peut-être la prochaine question. Quelle est la chose qui, selon toi, peut faire le plus peur à un lecteur? Les cas de possession. Ah, c'est vrai. Je sais que moi, ça me fait peur. Ça m'a toujours fait peur. Puis dans mon prochain roman, j'en parle un peu d'ailleurs. Ma femme, elle serait d'accord avec toi. Oui, toi, t'es possédé en maudit. Là, question bien simple. Patrick Sénécal ou Stephen King? Ah boy. C'est pas simple, la question. Patrick Sénécal. Est-ce que tu préfères lire un livre ou regarder un film? Pour moi, c'est vraiment deux affaires complètement séparées. J'aime autant les deux. C'est sûr que je suis un grand maniaque de cinéma d'horreur. Donc, j'ai commencé à voir des films avant même de lire. Mais c'est dur pour un auteur de dire autrement, je le sais. J'avoue que je regarde beaucoup de films. Il n'y a pas de problème avec ça. Un peu trop. Ça revient pareil à ce que tu disais tantôt. Aimerais-tu devenir un réalisateur de films? Et si oui, quel genre de film est-ce que tu réaliserais? C'est sûr que ce serait des films d'horreur. Mais en fait, j'aime beaucoup les films gothiques, tu sais, les films très sombres, pas nécessairement avec plein de sang et tout ça, mais j'aime les films d'atmosphère. Tu sais, moi, un film comme The Others, ça me fait capoter. The Changeling, c'est un de mes films préférés. Je capote sur ce film-là. Fait que c'est le genre d'ambiance que j'aimerais vraiment recréer. Parfait. Quel est le tueur le plus violent de l'histoire de l'horreur selon toi? C'est dur de ne pas aller d'un cliché. Je vais dire Freddy Krueger, mais tu sais, c'est... Bof, il y en a trop. Ah, il y en a tellement, c'est sûr. Il y en a trop. Puis là, il y a tellement de films d'horreur qui sortent aux 5 minutes avec des tueurs masqués. Ils sont tous plus violents les uns que les autres, mais je les vois plus toutes. Là. Il y en a trop maintenant. Là. Il en sort vraiment aux 5 minutes. Là. Tantôt, tu parlais de QB. Écoute, J'étais surpris que tu n'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, non, ben, je m'excuse. Réalisateur d'horreur. Ouais, nous, on est tous surpris aussi. On ne sait même pas pourquoi il est là, Martin. Alors... Ah oui, mais t'as pas vu Steve tantôt, Zamblar, Colin. Quand même pas ses films. Ben, je pense que j'ai terminé. Je pense qu'on peut passer à Steve. Ben oui, ben écoute, on va revenir au... je ne vais pas dire le sujet principal, parce que c'est aucunement le sujet principal, mais le sujet que tout le monde connaît, en fait. Rapidement, juste discuter un petit peu de Hansel et Gretel. En fait, moi, ma question, c'est
Pourquoi avoir choisi ce conte-là, en fait, pour écrire ton livre? Ben, quand on a eu la réunion sur les contes, tout le monde donnait des titres de romans qu'il avait le goût de faire. Ok. Je me disais, dans l'horreur, on explore peu le monde de l'enfance. Puis je me suis dit, putain, il y a des choses tellement horribles qui se passent dans la vie de certains enfants. Fait que j'avais le goût vraiment d'aller là-dedans. Puis, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Avec le recul, je me dis, bon, c'était tout un choix, mais bon. Mais je suis quand même fier de ce roman. Ben, je suis fier de ce roman-là. J'ai vraiment voulu montrer les horreurs que certains enfants vivaient puis qu'on taisait beaucoup. Puis ça m'a toujours fait de quoi de savoir qu'on me reprochait d'avoir nommé les choses, alors qu'on dit aux enfants que quand il leur arrive quelque chose, il faut vraiment qu'ils le nomment, qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé puis qu'ils n'aient pas peur de le faire. Moi, j'avais vraiment l'impression de parler pour eux à travers des personnages de fiction. Puis ça, je veux le répéter parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont pas compris encore aujourd'hui. Yvan, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi d'aller pousser l'extrême au maximum? Ben, tu vois, moi, j'ai dû le relire dans les dernières. J'ai pas eu le choix de le relire parce que j'étais confronté à une poursuite. Puis je me disais, pourtant, oui, je nomme certaines choses, mais c'est toujours dans la dénonciation, c'est toujours en soulignant en gras que les abuseurs sont des monstres, des salauds, des diables. J'arrête pas de le répéter, j'arrête pas de dire combien les enfants en souffrent, combien c'est malheureux. Tu sais, pour moi, c'était vraiment une dénonciation. Je sais que aujourd'hui, maintenant que tout ça est fini, il y en a plusieurs qui accordent que c'était vraiment un roman dénonciateur sur les cas d'abus. Mais tu sais, quand tu écris un roman, là, puis tu veux. Toi, tu es dans ton histoire, tu fais vivre des personnages et tu penses jamais que tu es en train de faire quelque chose pour lesquels tu pourrais te faire taper ses doigts. Là. Tu sais, ce roman-là, on était plusieurs à le lire avant qu'il soit publié. Là. Tu sais, c'est pas un roman, tu prends pas ton manuscrit puis tu le mets sur une tablette de librairie puis dans les bibliothèques. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, il y a des. Mais y a-tu un moment où est-ce que, quand, tu sais, comme tu dis, vous êtes plusieurs à lire le manuscrit avant qu'il se ramasse en tablette, y a-tu un moment où est-ce que quelqu'un a lu le livre et a fait comme et peut-être que on va trop loin là, par rapport à ça? Ben, même, je te dirais qu'il y a même certains passages de mes collègues qui disaient crime, c'est bien, tu as réussi à. Okay. C'est vraiment punché, tu as réussi à faire quelque chose de bien, puis. Il y a mon fils qui m'avait dit à l'époque, hey boy, il dit, c'est vraiment dur, c'est quelque chose qu'ils vont publier ça. Mais lui, c'était même pas par rapport au cas d'abus, c'était par rapport à tout le reste. Tu sais, je parle de satanisme, de sacrifice de bébés, de sorcières qui enlèvent des enfants, des nourrissons dans les hôpitaux pour les emmener au grand prêtre satanique. Tu sais, je trouve que ce côté-là aussi est très sombre. Fait que lui, c'était vraiment ce côté-là, l'espèce de noirceur totale, parce que c'est un roman qui est vraiment pas d'humour, là. C'est vraiment la noirceur totale. Là. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas d'humour. Alors, moi, je voulais encore te poser une petite question, parce que le livre, je l'ai évidemment avec une belle dédicace pour moi, et puis je t'en remercie. Et moi, je vais être méchant avec toi, parce que j'aime ça. En fait, tu vois, on part avec une première partie qui est waouh. Enfin, moi, j'ai pris exactement le livre comme tu le décris. Moi, j'avais envie à chaque fois quand je voyais un truc de pédophilie, j'avais envie de fermer le livre et de sortir dehors pour aller tuer un pervers. En gros, c'était ça. Mais le truc après, c'est que la première partie est tellement haute que la deuxième et troisième partie, et surtout le final que je ne révélerai pas, je me demandais si tu n'avais pas choisi un peu la facilité à la fin. Parce qu'on a un truc énorme au début et à la fin, ça se résume à ça. Donc, j'étais un peu surpris. En fait, quand tu écris une finale, surtout pour ce roman-là, tu le sais que
le sujet, c'est un sujet qui est difficile, qui est marquant pour plusieurs personnes et tu peux pas faire autrement qu'avoir une finale pour laquelle les bourreaux doivent payer. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet angle-là. Je voulais faire payer vraiment les abuseurs, puis je voulais surtout montrer qu'à la fin, le lien fraternel entre Hansel et Gretel, qui sont Margot et Jeannot dans le roman, était resté jusqu'à la fin. Que l'amour de leur mère, qui est dans le coma à la fin, est toujours là pour eux. Puis je voulais laisser une espèce de... Excuse-moi, mais ce côté-là, oui, on le ressent bien, mais ma question, c'était plus dans le sens où, tu sais, ta première partie, elle fait un certain nombre de pages, et par contre, à la fin, qui moi, j'attendais un truc, mais long et agressif et violent, tu vois, et en fait, oui, il y a ça, mais c'est sur que quelques pages. Quelle déception! Moi, je voulais que ça soit... Tu vois ce que je veux dire? Mais la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je rajouterai des zombies à la fin qui viennent manger tout le monde. Mais faut pas oublier que j'ai quand même fait Boucle d'or, qui est une espèce de suite à Hansel et Gretel, et mon prochain roman, qui est aussi un conte interdit, viendrait mettre un point final à cette histoire-là. Donc, ça va peut-être régler quelques petits problèmes. J'aime ça comment tu restes dans le secret. C'est bon, je vais les acheter parce que franchement, j'ai adoré ton écriture. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Tu sais, ton histoire, on ne peut pas passer à côté de ton histoire sans parler un peu de celle de Rémi Couture, qui est arrivée au Québec. Puis, je peux vous dire, est-ce que vous êtes déjà parlé les deux à propos de ça? Parce que ça se ressemble vraiment beaucoup d'un sens. Oui, tout à fait. On s'est parlé un petit peu plus vers la fin de mon histoire parce qu'au début, j'étais tellement poigné là-dedans. Puis j'essayais de me tenir loin de ce genre de discussion-là. Puis je voulais surtout pas interférer dans ma cause. Oui, on s'est parlé par la suite. Puis oui, Rémi, c'est vraiment épouvantable ce qu'il a vécu lui aussi. Je suis content de la résolution. J'aurais aimé que la mienne vienne un peu de cette façon-là. Tu sais, il a fallu qu'on se batte très fort puis qu'on aille jusqu'à combattre la constitutionnalité de la loi. Mm-hmm. J'aurais aimé qu'on n'en arrive pas jusque-là. En fait, tu sais, je trouve ça... tu sais, aujourd'hui, je trouve... on pèse très vite sur le piton. On ne cherche pas des solutions à régler des problèmes, on va tout de suite à l'extrême. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je peux pas dire... La censure devient un très gros problème dernièrement. C'est dans tout, en fait. Là. Les gens sont un petit peu pas mal trop sensibles. Tu sais, je regarde des histoires là, de Disney qui ont commencé à censurer certaines choses, tu sais, d'autres affaires qui sont enlevées de certains films. Je suis comme... Tu sais, là, on parle de droit de liberté d'expression, là. Moi, la façon dont je vois ça, c'est que j'ai comme l'impression depuis quelque temps, c'est que les gens creusent très, très, très fort pour trouver quelque chose qu'ils vont pouvoir dire qu'ils sont offensés par. Tu sais, je viens de lire encore aujourd'hui un article, une université britannique qui sont en train de remettre en question la musique classique parce que ça ferait trop colonialiste et en tout cas... Fait que là, je me dis, OK, là, on va s'attaquer à la musique classique. OK, c'est une nouvelle affaire, mais, tu sais, en tout cas. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des clics? Ouais, ben c'est ça. Ça fait partie de notre histoire. Comment on a arrêté de changer je pense que depuis quelque temps, les gens n'ont pas grand-chose d'autre à faire en temps de pandémie que d'être offensés par donc, c'est ça. Effectivement. Tu sais, moi, j'ai vu, je ne vais pas dire beaucoup de monde, mais certaines personnes dire, puis je suis sûr que si je poserais la question à Rémi, il va répondre exactement la même chose que toi. Mais tu sais, le monde, souvent, il y en a qui disent, ouais, ben tu sais, ça a été un gros bout de tough à passer, mais là, à cette heure, ils sont connus, fait que là, ils sont célèbres, puis ils vont faire de l'argent. Tu sais. J'ai souvent entendu ça, sérieusement. La première fois que je me suis fait dire ça, là, je t'ai ramassé la personne. Ça doit. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne sur Terre puis dans l'au-delà, puis les morts vivants,
voudrais être accusé d'une accusation aussi dégueulasse. Premièrement, juste le titre m'écoeure encore. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est quelque chose pour laquelle je vais porter l'odieux toute ma vie. Ça disparaîtra jamais. Et, puis, il n'y a pas personne non plus qui serait prêt à traverser les couloirs que j'ai dû traverser, les hôpitaux psychiatriques, les tentatives de suicide. Tu sais, moi, quand je me suis fait dire ça la première fois, là, je me suis dit, OK, regarde, je vais te montrer toutes les cicatrices que j'ai, là. Mhm. Tu me diras après si ça vaut la peine que je sois un petit peu plus connu aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je pense pas que s'il y en a qui pensent que je pourrais avoir fait ça pour être connu, ben, coudonc. C'est ça. Les gens dire que- pensent rapidement n'importe quoi. Et puis, Ouais. ça tombe bien parce que n'importe quoi, ben, c'est notre chronique. Vous êtes prêts? Attention, on y va. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. C'est toujours aussi mauvais, ce thème-là. En fait, le thème est très bon, mais c'est toi qui... Le thème est excellent. C'est Rémi Fréchette de Fantasia qui nous l'a fait. Mais toi qui danses, c'est vraiment bon. Mais non, n'importe quoi cette semaine avec Jasmin. Fait que Jasmin, tu vas nous parler Yes. de quoi dans ton petit tas de carte blanche, n'importe quoi, en fait? Excellent. Ben, ayant un écrivain de livres, de romans d'horreur, je voulais aller dans une direction. Je pensais cette semaine, j'étais comme, qu'est-ce que je vais parler? Là, en premier, j'étais pour dire, ben, tu sais, je vais parler des gros livres de cinéma d'horreur, d'horreur qui m'ont marqué ou quoi que ce soit. Mais là, on revient un peu, comme on disait tantôt, on revient souvent dans les clichés, les It, les Carrie, Pet Sematary, les Exorcistes. Fait que je suis allé dans une direction différente. Je suis allé, dans le fond, j'ai choisi trois films qui, en fait, sont basés sur des romans. Mais je ne savais pas que c'était basé sur des romans. Et qui sait, peut-être que vous, à la maison, ne le savez pas non plus. Alors, le premier film, dans le fond, que j'ai découvert cette semaine, c'était... Steve, il le sait pas, il sait pas lire. Ah, c'est ça, je le fie plus au film qu'au livre. Fait que le premier film, en fait, que j'ai découvert, qui était adapté par un roman, c'était, en fait, I Know What You Did Last Summer de 1997. Ah ouais. Kevin Le film, Williamson. Pardon? Kevin Williamson. Non, Lois Duncan, en 1973. Kevin Williamson a écrit le scénario, Martin. Et voilà. Un roman du même nom. Bouh, Martin! Bouh, Martin! Alors, I Know What You Did Last Summer de Lois Duncan est sorti en 1973. Prémisse sensiblement la même, évidemment, là, dont le film s'est basé dessus pour faire le film. Par contre, a décidé de changer quelques trucs ici et là, dont transformer l'histoire en slasher. Évidemment, dans le livre, dans le roman initial, ce n'était pas un slasher qui abattait des jeunes ados. Évidemment, il y avait des ados qui avaient causé un accident un été, un an plus tard. Il y a quelqu'un dans leur parage qui revient et qui décide de les hanter un peu en leur disant là, je sais ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Mais on se fie plus, on revient un peu plus à un thriller style à la Hitchcock. On n'a pas nécessairement de violence, de sexe, de drogue ou quoi que ce soit. Puis, fait cocasse, l'écrivaine était outrée quand le film I Know What You Did Last Summer était sorti en 1997. Et elle avait remarqué que son film avait été changé, l'histoire, la ligne directrice avait été changée là, pour que ce soit un slasher qui abattait des jeunes ados. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Le deuxième, que je ne savais pas non plus, évidemment, c'est sur ma chronique, Let the Right One In, de 2018, le film suédois. En fait, il y a eu deux adaptations. Il y en a eu un en 2018. 2008. En 2008, excusez-moi, je dis 2018. En 2008 et en 2010 de Matt Reeves. La version américanisée, évidemment, c'était plus un remake qu'une adaptation du roman, mais évidemment, là, ça reste quand même une adaptation. Ce que j'ai trouvé intéressant pour l'adaptation de 2008, c'est que l'écrivain en question a été impliqué au sein du scénario. Alors évidemment, ça rend le film beaucoup plus
ça rend le film beaucoup plus juste et fidèle, si on veut, au sujet là, que le livre sur lequel portait, qui était évidemment une histoire entre un jeune garçon et une jeune fille qui étaient vampires. Leur amitié, les confrontations, les situations parmi lesquelles ces jeunes passent à travers, que ce soit l'intimidation ou quoi que ce soit quand ils sont jeunes. Pour ma part, c'est un film que j'ai trouvé hallucinant. C'est un de mes films préférés, je pense, dans les années 2000. Là, je pense que niveau film de vampire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été capable de topper ça pour moi. Et apparemment, là, c'est un film qui, autant le livre que le film, là, se fidélise très bien. Pour ce qui est du troisième et dernier film, ça a été une belle surprise. Le film Slugs de 1988. Je ne savais pas que c'était basé sur un roman. Je pensais jamais qu'il y aurait eu un roman de ce genre-là, où est-ce que c'était c'est quoi des slugs en français? Des sangsues. Des sangsues. Sangsues, quelque chose de même. Ouais, des sangsues, t'es pas sérieux. Sérieux. Un livre. Peut-être des sangsues, je sais pas moi. Bref, le film a été réalisé par nul autre que Juan Piquer Simon. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a réalisé Satan's Blood, Cthulhu's Mansion, qui est sorti récemment via Vinegar Syndrome, et le classique culte Pieces. Alors, des trois films... J'ai jamais vu ce film. Pardon? J'ai jamais vu Pieces. Ça m'étonne même pas. Classique. Je dois voir ce film. Mais une petite parenthèse, si vous écoutez Slugs, la meilleure scène, c'est quand le gars est au restaurant puis il a mangé des slugs puis ça commence à y saigner de la face. Ouais. On arrête la parenthèse. C'est un film assez... Tu sais, on se le cachera pas, c'est un film gore, c'est un film qui mise beaucoup sur les effets pratiques, qui mise beaucoup sur le côté là, horrifique, qui dégueulasse, tout ça. C'est d'où ma surprise que c'était effectivement un roman avant d'être un film. Puis à ma surprise aussi, c'est des trois films que j'ai nommés, c'est celui qui était le plus fidèle au livre. La seule chose qui ont changé du livre au film, c'est l'emplacement dans lequel la situation se déroule. Dans le livre, ça se passe en Angleterre. Dans le film, ça se passe à New York. Par contre, mis à part ça, ça va que le film met encore plus de l'avant les situations interpersonnelles entre les personnages, puis on comprend un peu plus leur choix et leur raison. Ouais, c'est bon, on nous raconte pas le film, on a compris, là. C'était un livre. Si vous n'avez pas vu le film, allez lire le livre. C'était les trois films que j'ai découverts. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus, évidemment. Là. Ça va être des livres que je vais probablement me procurer et regarder. Et pas regarder, mais lire, évidemment. C'est tout pour ma chronique. Je te renvoie la balle, cher Steve. Ben, écoute, je suis vraiment surpris par I Know What You Did Last Summer. Ça me surprend. Ouais, mais bon, revenons avec Yvan. Alors là, on dirait que je suis stressé parce que vu qu'Yvan, tu écris, ben, il faut que je parle mieux. C'est vrai, je pensais la même chose. Ah, c'est vrai, hein, c'est comme c'est stressant. Ça n'arrivera jamais, ça, jamais. Mais écoute, parlons de ton prochain. Tantôt, tu parlais que de ton prochain compte interdit, mais là, on a vu des nouvelles passer à propos de Auteur maudit auteur, qui est comme un genre de journal intime que tu as écrit, qui va être disponible bientôt. Peux-tu nous parler de ça exactement? Comment c'est venu? En fait, c'est dur c'est bien dur à décrire ce livre-là, parce que c'est pas vraiment un journal intime. En fait, pour moi, c'est un peu un ovni, ce roman-là. Oui, effectivement, j'ai commencé l'écriture un peu comme si j'écrivais moi-même un journal intime. Je me mets en scène là-dedans, tout ça. Je raconte certains souvenirs, certaines anecdotes, mais c'est pas une biographie parce que très rapidement, je deviens moi-même un personnage. Les membres de ma famille deviennent des personnages aussi.
Il y a beaucoup, beaucoup d'imagination là-dedans. Donc, ceux qui pensent vraiment qu'ils vont acheter une biographie, c'est pas ça du tout. Okay. On pourrait peut-être plus dire que c'est une auto-fiction. Mais au final, les gens vont s'apercevoir que même si c'est moi qui me raconte là-dedans, ça demeure un roman de fiction. Mais j'ai vraiment de la misère à le décrire moi-même. Je ne sais pas comment le décrire. C'est juste pour vous dire là-dedans que je me mets à discuter en direct avec une entité qui parle qui parle avec moi en même temps que j'écris mon journal. Donc, les mots apparaissent sur mon écran. Donc, les gens qui vont lire le roman, c'est vraiment une retranscription de ce que j'écrivais avec cette entité-là. Et ton psy, il en dit quoi? Attends, il faut que je retourne tantôt. Là. Il attend que je revienne. Là. Après avoir passé 1 heure avec Elsa Blard, c'est on en avoir besoin. Tu dirais-tu que c'est catharsique? Oui, tout à fait. Puis oui, tout à fait. Ça a été... oui, tu as exactement le bon mot. Ça me fait du bien. En fait, je disais récemment à quelqu'un, ça m'avait tenu en vie, ce roman-là. Ça l'a permis de sortir un paquet d'affaires parce que naturellement, je me suis un peu vidé le cœur à travers des dialogues imaginés là-dedans. Je me suis vidé le cœur sur l'affaire Hansel et Gretel. Donc oui, je reviens là-dessus. Je reviens sur la mauvaise passe que j'ai eue aussi, mais toujours sous forme de roman. Donc, faudra pas que les gens oublient que oui, il y a beaucoup de vrai, mais il y a beaucoup de choses que j'ai laissé mon imagination se mêler avec mon âme, disons. J'ai bien hâte d'avoir ça, en tout cas. J'ai bien hâte que les gens le lisent. Tu peux arrêter de dire des trucs comme ça parce qu'il n'y a plus personne qui sait quoi dire après, c'est tellement dur. Je pense qu'on va enchaîner à l'anecdote. C'était comme ton livre est comme une genre de grosse anecdote de comment que tu as vécu tout ça. Fait que dans l'émission, un début de l'émission sur la route de l'horreur qui va être en ondes sur Frisson TV au mois de septembre, on veut vraiment s'en aller sur des lieux horrifiques. Puis à chaque fois qu'on se déplace, on a tout le temps plein d'anecdotes. Puis là, cette semaine, c'est moi qui en ai choisi une. Puis je reste dans la thématique livre. Quelques années, on s'en va à Cinema Wasteland, qui est une convention en Ohio, et on s'en va faire des entrevues pour un documentaire sur les fans d'Evil Dead. Et à cette convention-là, Tom Sullivan, qui est en fait le créateur de presque toutes les props dans Evil Dead et qui a créé le Book of the Dead. Bon, c'est basé sur le Necronomicon, mais c'est lui qui a créé le book. Et là, on fait une entrevue avec lui et il nous explique qu'à un certain moment donné, il est dans la convention et qu'il y a quelqu'un qui arrive puis il commence à regarder le faux Book of the Dead puis il commence à y dire, il dit, écoute, tu peux-tu me lire qu'est-ce qui est écrit dans ça? Puis là, Tom est comme, ben, c'est pas de la vraie écriture, c'est comme moi qui ai inventé, c'est un langage inventé. Puis le gars, il dit, non, c'est vraiment vrai. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît? C'est très important. Puis là, Tom, il dit, ben non, c'est pas vraiment. Il dit, non, c'est vraiment sérieux, je dois, tu sais, comme vraiment sérieux. Fait que Tom a dû inventer une histoire spirituelle à propos de ça pour comme que l'homme soit comme satisfait et quitte. Fait que je trouve juste ça comme très drôle comme anecdote. Puis écoute, je pense que ça montre comment que être dans une convention puis être là soit en tant qu'écrivain ou que célébrité que tu rencontres du monde, puis des fois ça reste déstabilisant. T'sais. Toi, Yvan, est-ce que ça t'est arrivé un genre d'anecdote comme ça? Soit dans un salon du livre ou n'importe quoi là, qui est dans le salon du livre, c'est toujours propice à des rencontres parfois un peu étranges. Soit que tu as des gens qui viennent te voir tout simplement pour te cruiser. Donc, tes voix tourner en rond autour des tables, puis ça, c'est même pas pour tes romans. Après ça, tu as les espèces d'individus un peu spéciales et qui reviennent dans tous les salons du livre, qui font le tour de tous les salons du livre, puis que toi, tu te connais à chaque fois, puis que tu les vois vraiment de loin arriver. Mm-hmm. Puis moi, mon grand fun, ben, c'est toujours d'attendre qu'ils s'approchent. Puis quand ils sont quasiment rendus à ma table,
je me sauve vraiment pour aller chercher des livres ou même pour faire semblant de jaser avec quelqu'un pour que mon collègue à côté soit pogné avec. C'est ça. Fait que quand un espèce de luberlu comme ça vient, ben, puis là, je dis ça, mais j'adore faire les salons du livre, puis j'adore quand les gens viennent me voir. Mais c'est sûr que des fois, ben, tu pognes des gens un petit peu moins rigolos, puis tu as vraiment besoin de te sauver. Puis moi, pour me sauver, ben, je suis très bon dans ces cas-là. Wow. Là, j'avoue qu'avec la COVID puis tout, côté salon du livre, ça va pas arriver. Présentement, ben, tu viens d'écrire un livre, tu travailles sur un autre. Comment que tu te divertis? Est-ce que tu fais des choses? Ben, tu vois, ça me fait penser tantôt, c'est Jasmin. Je m'excuse, oui, c'est ça, Jasmin, quand tu parlais qu'il était allé voir le film Godzilla tantôt, ben, j'ai fait la même chose. J'étais tout content d'aller au cinéma après-midi. J'étais allé voir Godzilla. Yes. En fait, ce film-là, c'est vraiment du gros n'importe quoi, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. J'ai eu l'impression d'être un petit gars, de me retrouver dans mon corps de petit gars, puis de vraiment triper à voir des monstres se battre sur l'écran. Parce que c'est sûr que le scénario, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on dit la même chose de mes romans des fois. On dit que c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment le fun. C'est pas la même chose pantoute, là. On parle de gros monstres. Stop, je peux pas te laisser dire ça. Non. C'est pas possible. Je peux pas te laisser dire ça. C'est pas n'importe quoi. Les hommes blancs, tu sais que c'est du n'importe quoi, mais c'est ça qu'on veut voir dans une histoire de Godzilla. On veut voir des monstres se battre. C'est tout. On s'en calisse de l'histoire. Mais c'est vraiment Raison. Yvan, est-ce qu'on t'a déjà approché pour faire de la scénarisation dans soit une série télé ou un film ou quoi que ce soit? Non, je ne suis pas encore assez gros pour ça. Okay. On commence ce soir. Non, c'est pas vrai. Ouais, exactement. On commence ce soir, c'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est quelque chose que je détesterais pas. C'est ça, j'ai toujours voulu réaliser des films. Mais je sais que la scénarisation, c'est vraiment très différent. Le style d'écriture est très différent. OK. Mais peut-être qu'un jour, je vais me lancer là-dedans. Je me suis déjà donné le défi d'écrire une série web. C'est ça. J'ai des projets à terminer là, mais peut-être que je vais me lancer éventuellement là-dedans. Je pas ça. Mais s'il y a un producteur qui t'approcherait et te demanderait de faire la scénarisation, est-ce que tu accepterais? Sûrement. Oui. Sûrement. Okay. Oui. Prends ça en note, Steve. Attends, si tu me demandes d'écrire une romance historique, c'est sûr que non. Puis une comédie pour adolescents, je suis pas sûr que je serais le bon gars non plus. Un rom-com. C'est pas moi qui vais écrire Twilight, ça c'est sûr. Oh, merci. Merci. Mais justement, si tu l'écris, ça serait peut-être mieux, hein? Oh, probablement. Mais je parlerai pas en mal de Twilight, il y a tellement de gens qui ont trippé sur la série de livres. Ouais, les livres, je ne sais pas s'ils sont bons, mais je sais que les films, je les ai vraiment trouvés horribles. En tout cas, je sais que l'écrivaine est en train de rire dans son château en ce moment. Mais je suis très content pour elle. J'avais une question à te poser tantôt par rapport à ton histoire d'Hansel et Gretel, puis excuse-moi si je reviens à ça, mais je voulais savoir, est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière ou ça t'a nuit complètement? Ben, ça m'a... Ben, tu sais que... Je pourrais jamais dire que ça m'a aidé parce que, tu sais, j'étais plus que 2 ans à pas écrire, à pas être capable de produire. Je pouvais absolument rien faire. J'étais incapable. Je te dirais que l'écriture, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est grâce à mon manuscrit Auteur maudit auteur que j'ai réussi à reprendre l'écriture. Puis ça a été vraiment pénible parce que naturellement, ce que je couchais sur le papier, c'était pas toujours des bons souvenirs. Des fois, c'était des passages très difficiles que j'avais à décrire. Un coup, j'ai eu terminé puis que je me suis lancé dans un nouveau compte interdit. Je me suis dit, OK, la passion est encore vraiment là. Il faut que je réussisse à aller la réveiller. Mais non, je pourrais jamais dire que ça m'a aidé. Au contraire, ça m'a... Tu sais, il y a des gens qui vont dire ce qui tue pas te rend plus fort. Puis moi, ça m'énerve bien gros, cette phrase-là, parce que c'est pas vrai, ça. En tout cas, ce qui te tue pas te fragilise encore plus. Ouais. Pour moi. De mon côté, moi, ça m'a pas tué, mais ça m'a fragilisé encore plus que je l'étais. Donc,
C'est ça. Fait que je sais que le chemin va être long avant de remonter la pente, là, mais je suis bien parti. Là. Je suis bien parti. En tout cas, nous, on va te suivre parce que franchement, moi, Yvan, je t'aime. C'est bien gentil. Mais tu sais, je disais ça parce que souvent, tu sais, parle-en bien, parle-en mal. Mais moi, quand j'entends quelque chose comme ton histoire, la première chose que je veux faire, c'est aller voir l'histoire parce que c'est ça que je recherche, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que je suis fort de ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on me dit que c'est vraiment, mettons, quelque chose de terrible, je veux savoir c'est quoi. Mais, tout à fait, mais il y a peut-être ce côté-là, mais si tu regardes les choses vraiment purement, froidement, oui, je vends peut-être un peu plus de livres présentement que j'en vendais à l'époque, mais il faut pas oublier que j'ai plus de 180 000 de dettes juridiques à rembourser avec cette affaire-là. Donc, au Québec, pour rembourser 180 000 tu dois vendre énormément de livres. Énormément. Donc, oui, je vends un peu plus de livres, mais c'est mes seuls revenus. Donc, moi, la vente de mes livres, c'est mon salaire. Donc, si c'est le seul bienfait que j'ai en 2021 de vendre un peu plus parce que les gens ont appris à me connaître avec ça, je peux pas le jeter, je peux pas le mettre de côté. Mais je peux vous dire que je m'en serais passé puis j'aurais aimé mieux peut-être vendre un peu moins de livres, mais... Si ça peut t'aider, j'ai vu au Tim Hortons du coin, il cherche un mec pour faire le café. Moi, j'ai une façon plus facile de faire, c'est à tout le monde qui nous écoute, envoyer de l'argent à Yvan, ça va peut-être y aider un peu. Non, mais je voulais surtout pas qu'on aborde ça dans ce sens-là, mais c'est juste pour dire que, c'est pour se défendre, ça prend des sous. Puis, tu sais, j'ai pas eu de revenus pendant un bon bout de temps. Fait que, c'est ça. Lâche pas, on est là. Écoute, moi, à la base, j'ai jamais été un grand lecteur, en fait, parce que je finis tout le temps par jamais... Tu sais, tu disais, toi, que tu finissais pas tes manuscrits quand tu étais plus jeune. Mais moi, souvent, je finis pas les livres parce que je trouve toujours autre chose à faire, puis genre, je vais regarder un film ou quoi que ce soit. Mais là, la conversation qu'on vient de savoir, ça me donne comme le goût d'acheter les yeux jaunes, puis d'acheter Cobaye, puis de regarder tout ça, puis de rentrer dans ce milieu-là. Je me suis rajouté dans un groupe Facebook de livres noirs d'horreur, je sais pas trop quoi, que je pense que tu es dessus parce que c'est... Mais sérieusement, le groupe est incroyable. Je regarde ça, là. Le monde... Oui, tout à fait, tu as raison. Ce groupe-là, en fait, aide beaucoup les auteurs du Québec parce qu'ils mettent vraiment de l'avant les romans, les œuvres des auteurs québécois. Puis on les remerciera jamais assez. C'est des gens qui ont été extrêmement présents justement pendant l'affaire Hansel et Gretel. Fait que c'est ça. Moi, je prends 2 petites secondes pour lui dire merci à cette gang-là, puis aussi aux abonnés de la page. Écoute, ils sont rendus à 15 000. Ouais. C'est vraiment fabuleux. Vraiment, c'est un groupe qui aide vraiment beaucoup, beaucoup les auteurs de chez nous. Ouais, puis même quand j'ai été acheter Les Enfants perdus, je reste à Sainte-Thérèse, la petite librairie qu'on a là, la personne en arrière du comptoir m'a parlé de ce groupe-là. En disant, écoute, c'est un groupe vraiment le fun, si t'aimes les livres d'horreur, les affaires-là, va sur ce groupe-là. Fait que je pense que ça devient de plus en plus gros. Je pense que c'est le fun pour tous les auteurs de pouvoir voir ça. Surtout de faire réaliser aux gens qu'il n'y a pas juste Patrick Sénécal qui écrit des livres au Québec, malgré qu'on l'adore beaucoup, mais souvent, il est vraiment tellement associé à ça que, tu sais, moi, j'en connais beaucoup d'autres, Jonathan Reynolds de ce monde. Donc, oui, ben écoute, je pense qu'on va en inviter souvent aussi sur le show parce que on aime ça faire la promotion du monde qui font de l'horreur au Québec, que ce soit des BD, des livres, un artiste, un cinéaste. Donc, voilà, ça nous donne le goût d'inviter d'autres personnes. Et sur ça, ben écoute, je vais te remercier, Yvan, d'avoir pris 1 heure avec nous ce soir pour nous parler de tout ça. J'espère que tu as passé du bon temps, que les hommes blancs n'étaient pas trop désagréables. Non, j'ai passé vraiment une très belle heure. Merci beaucoup, gang. C'était vraiment le fun. Très sympathique. Merci. C'est merveilleux. Puis, n'importe quand que tu veux revenir, des fois, tu nous fais signe en disant bon, j'ai rien à faire ce soir, fait que je viendrai vous jaser un tout petit peu là. Fait que voilà.
Donc, écoutez, merci beaucoup. J'aimerais ça juste dire un petit merci à encore notre petit commanditaire de bière que je dois me retenir d'en boire juste une durant le podcast parce que sinon, je déparlerai encore plus que je déparle. Et de dire aux gens qu'on est maintenant, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur TuneIn et en vidéo sur Facebook, YouTube. Et donc, si vous voulez avoir toutes les informations, allez sur Balado Québec, qui est un site web de balado incroyable qui touche à n'importe quel podcast Balado au Québec. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, sur ce, on vous dit merci et à la prochaine. Ouais, ben à la prochaine, si je veux bien, les gars, OK? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Elzamblar, c'est quoi le mot de la fin cette semaine? Ben, puisque tu le prends comme ça et que j'ai un peu mal au dos, ben, le mot de la fin, ça sera chiropracteur.